Bienvenue. Donc je remercie beaucoup Sandy Lemoyle de Prior Pays de Loire qui organise tout ça avec au sein de la communauté de pratique épilepsie Bretagne et Pays de Loire. Et Sandy, vous venez de mettre un mot aussi dans le chat pour suggérer des questions ou des commentaires. Oui, tout à fait. Vous avez une zone de discussion en bas, donc n'hésitez pas à vous présenter dans cette zone et ensuite intervenir et poser vos questions qu'on pourra aussi relayer. Voilà, merci aussi à Ariane, l'association Passion Ariane. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Donc, c'est encore une autre aventure dans cette communauté de pratique aussi. On va essayer. Et Françoise Guilloire, qui est coordinatrice de parcours au sein de l'équipe Relais Handicap Rare Bretagne. On travaille de manière très proche également. Et voilà, Françoise, voilà, n'hésitez pas aussi à intervenir lors de la présentation. Et je suis Marie-Christine Poulain, je préside l'association de patients Épi Bretagne sur la Bretagne. Nous avons créé un habitat inclusif il y a quelques années, comme certains d'entre vous le savent. Et à cette occasion, on a travaillé aussi avec la CNSA au sein de notre fédération EFAP pour faire aboutir un dossier technique CNSA, épilepsie et handicap, qui aidait un petit peu les professionnels des MDPH à appréhender ce qu'est l'épilepsie. Voilà, donc ce sont des conversations qu'on a au sein de la fédération. Je vois aussi nos amis de ASD, de l'association Dravet, qui sont très en pointe sur ces sujets aussi de dossiers MDPH et de droit, en particulier pour des situations complexes. Donc je ne sais plus qui est là de Dravet. Ben, je vois que c'est Marie Clochard. Oui, d'accord. Voilà, et puis la TEP, voilà, je salue la TEP. Je pense Gaëlle, ça doit être Gaëlle Quinton de l'ADMR, qui travaille avec nous, l'ADMR et le service d'aide à domicile sur l'habitat inclusif. Donc les discussions autour des PCH et autour des droits, on en a régulièrement. Et puis je salue aussi nos deux nouvelles arrivées au sein d'Épi Bretagne, Kelly Maclès, qui est chef du dispositif emploi, qui vient de commencer il y a 15 jours, et Fanny Rowe, qui techniquement ne nous rejoint que fin janvier, mais qui sera la responsable associative pour Épi Bretagne. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez intervenir, à mettre quelque chose dans le chat, à allumer vos caméras. Voilà. Merci Marie. Parfait. Alors je vais partager mon écran et on y va. Alors, je ne suis pas sur le bon. Ça c'est là. Hop. OK. Est-ce que techniquement tout va bien? Est-ce que vous voyez? Oui. Ouais, c'est parti. Bien. Très bien. Parfait. Je suis en plein écran? Non, là j'ai enlevé le écran. Ouais, là je remets. OK, c'est parti. OK, donc on va parler épilepsie, handicap et démarche MDPH. Nous avons créé en fait un guide usager sur la base de notre expérience et de nos discussions, et avec la fédération EFAP qu'on vient de lancer cet automne. Et les objectifs, c'était vraiment de permettre aux personnes concernées et aux familles d'être acteurs de leur santé, de mieux connaître leur épilepsie, de comprendre les besoins afin de pouvoir constituer un dossier de demande MDPH, et en répétant que le dossier de demande, c'est vraiment deux facettes, mais qui doivent être complètement cohérentes, qui est un formulaire de demande d'un côté et le certificat médical. Et le but de tout ça, c'est d'avoir effectivement les compensations adéquates et de pouvoir arriver à une meilleure qualité de vie. Donc voilà un petit peu notre démarche au sein d'Épi Bretagne et avec nos amis de la fédération. Le guide usager, donc, il s'appuie sur ces deux documents que sont le formulaire de demande, le certificat médical, des CERFA répertoriés. Donc ce sont des documents officiels auxquels évidemment on peut rajouter toutes sortes de pièces jointes pour expliquer un petit peu quelle est la situation.
Donc, notre démarche avec le guide, c'est vraiment, ouais, c'est bon, c'est d'attirer l'attention et la vigilance sur les éléments les plus importants. Vraiment de souligner le fait que c'est important d'être acteur de sa santé, et particulièrement pour l'épilepsie, parce que l'épilepsie, comme on le sait, c'est une maladie qui est très hétérogène et très multiforme. Et en fait, chaque cas est individuel. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappée. Ça ne fait que 10 ans que je suis impliquée dans l'association. Mais le nombre de professionnels, parfois, que j'ai rencontrés, soit dans le sanitaire, dans le médico-social, parmi les pouvoirs publics, qui connaissaient l'épilepsie parce qu'ils connaissaient une personne épileptique ou ils avaient eu à accompagner des personnes, mais finalement qui avaient une vision parfois très cloisonnée de ce que c'était que l'épilepsie. Et donc l'idée de dire sur cette maladie-là, il faut vraiment que l'on soit acteur parce que la maladie, ce qu'elle implique et les retentissements en particulier au quotidien, on ne peut pas se dire que les autres vont savoir. L'épilepsie de l'un n'est pas forcément l'épilepsie de l'autre. Donc c'est à nous, chacun d'entre nous, les personnes concernées, les familles, d'être dans la communication de ce que l'on vit. Voilà. Alors, vraiment un point important par rapport à ce guide, c'est qu'il ne s'agit pas de proposer une formulation unique des renseignements pour toutes les personnes. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut toujours cocher ces cases-là ou ne pas cocher celles-là. Loin de là. Hein. C'est vraiment pour développer une réflexion sur les retentissements de l'épilepsie, pour pouvoir communiquer les besoins et les souhaits. Aussi parce que, comme vous le savez, c'est une maladie que souvent on cache et souvent on minimise. Et on en parlait avec Kelly Maclès, qui est là sur le chat hier. On se rencontrait dans le cadre de travail qu'elle va faire avec nous pour aider les personnes à l'insertion professionnelle, à leur insertion professionnelle. Souvent, on va entendre les personnes dire bah non, mais j'arrive pas à trouver du travail parce que je fais des crises. Et parfois, quand on commence à démêler les choses, on se rend compte que c'est pas que le fait qu'il y ait une crise, c'est aussi parfois ce qui va avec. Ça peut être aussi une lenteur, une fatigabilité, ça peut être tout ce qui peut se passer en dehors des crises. Donc la réflexion sur les retentissements de l'épilepsie, elle est vraiment importante. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile, parce que peut-être aussi pour survivre avec cette maladie, on tend à se focaliser sur ce qui va bien. Mais là, si vraiment on veut présenter son dossier à un évaluateur MDPH, il faut vraiment que l'évaluateur ait les informations dont il ou elle a besoin. François, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur cette intro. Effectivement, je confirme qu'il est vraiment important de bien préciser quelles sont les conséquences fonctionnelles dans la vie quotidienne. Nous, l'équipe Relais, on est souvent sollicité par des familles qui ont des enfants, alors qui ont une épilepsie sévère, et souvent, donc, c'est dans le cadre d'une maladie rare. Et bien souvent, il est important de bien décrire ces troubles, quelles conséquences ont-ils. Alors, on voit bien que les troubles cognitifs vont affecter la mémoire, la concentration, l'attention. Donc, un enfant qui est scolarisé, forcément, il faut que les enseignants aient ça en tête. Et c'est vraiment important dans le formulaire de bien préciser comment ça se traduit au quotidien. Voilà, comme vous disiez, Marie-Christine, chaque situation est unique, et donc bien ne pas se contenter de dire le nombre de crises, mais bien expliquer ce que ça implique dans la vie quotidienne. Voilà, et donc on va y revenir en détail. Mais effectivement, on a essayé de s'évacuer un petit peu de la notion de fréquence de crise, parce que l'épilepsie, si l'impact était uniquement lié à la fréquence, ça fait longtemps que les choses seraient un peu plus faciles. Or, c'est pas ça, c'est vraiment les retentissements. Merci. Alors, voilà. Donc, on est parti du dossier technique CNSA et épilepsie handicap, et vraiment, en particulier les professionnels, enfin, je suppose que vous l'avez en tête, hein, ce dossier technique, mais c'est un dossier technique donc, de 2016, auquel on était plusieurs à participer. On avait 3 MDPH pilotes, la MDPH d'Ille-et-Vilaine, la MDPH de la Drôme et du Grand Lyon. Et puis, on avait aussi le centre de ressources phare, en particulier le docteur Patrick Latour, François Raffier, mes collègues des FAP, Thomas Gouillet et Françoise Thomas Vialette. Voilà. Et ça a été des travaux qu'on a fait sous l'égide de la CNSA, avec le docteur Tallier en 2016. Mais avec ce dossier technique, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était peut-être pas assez. Il fallait encore faire un autre pas pour que les évaluateurs aient vraiment les informations dont ils ont besoin. D'où le guide usager qui vient de sortir.
Voilà, donc dans le dossier technique CNSA, il s'agit bien d'évaluer l'impact de la maladie sur l'activité de la personne et aussi sur le risque de mortalité ou d'aggravation de la situation de handicap. Donc cette notion de risque pour l'épilepsie, elle est très clairement identifiée par la CNSA. Voilà. Quand on a des crises qui provoquent des blessures ou un état de mal, risquer de mourir 2 fois par an ou tous les jours, ça implique des précautions en permanence. Et ça, c'est le curseur qu'on a pu faire bouger. Parce qu'en particulier sur le guide Barème, il y avait cette focalisation sur les fréquences. Donc on a pu, et c'est reflété dans le dossier technique, faire introduire cette notion de risque et les restrictions, les aménagements qui sont mis en place toute l'année. Donc, l'évaluateur MDPH, lui, doit pouvoir trouver les informations nécessaires pour évaluer impact et risque et proposer un plan de compensation. Là, je vous ai mis un petit schéma qui vient des FAP, de la fédération dont font partie ASD, l'association de Dravet, et puis Bretagne, Ariane, nous sommes 19 en tout au sein des FAP, plus spécialisés sur le sujet du handicap au sein de l'épilepsie, mais travaillons de manière très proche avec nos collègues d'Épilepsie France également. Ça, c'est un petit schéma qui a été fait en 2007 où un peu on segmente en fait les personnes épileptiques selon la façon dont les crises peuvent perturber l'activité. Voilà. Et là où on voit sont les difficultés en particulier, c'est l'évaluation des gens pour lesquels les crises perturbent l'activité, les 10 à 20% des personnes, ou alors les crises aussi avec risque de mortalité, morbidité. C'est là où les évaluations sont souvent les plus difficiles. Donc vous allez retrouver ça dans le dossier technique. La façon aussi dont on parle aux évaluateurs MDPH dans ce dossier technique de l'épilepsie, c'est de dire, ben voilà, tout va dépendre aussi du type de manifestation qu'ont les personnes. Et donc, pour rappel, souvent, le type de manifestation va rester le même pour une personne donnée. Une personne peut avoir différents types de manifestations, et ça va des absences au mouvement. La crise qu'on a tous en tête, tonico-clonique, n'est pas du tout la plus courante. C'est la plus spectaculaire, mais ce n'est pas la plus courante. Et donc, selon ces manifestations, le type de manifestation, on va avoir un impact très différent. Une énurésie, par exemple, a un très très fort impact social. Donc ça, ce sont aussi des points qu'on a pu faire répertorier par la CNSA. Ça venait aussi dans le dossier technique CNSA, ça vient des travaux faits aussi avec Ariane, avec l'association de patients des Pays de Loire, en disant il faut peut-être un petit peu regarder l'épilepsie avec différentes temporalités. Prodrome, ça veut dire, voilà, est-ce qu'on sent ces crises venir? Alors, on parlait avant d'aura, mais on voit, nous, je pense au sein des assos, on voit clairement que les personnes qui sentent leur crise venir, les histoires de vie sont très différentes. Si on sent sa crise venir, on peut se mettre à l'abri, on peut se protéger, on peut s'asseoir par terre s'il y a risque de chute. Si on fait des mouvements bizarres, on peut socialement se protéger, on peut aller faire autre chose. On peut aller se mettre dans une pièce à côté, comme on a une de nos adhérentes en Bretagne qui le fait. Donc il y a ce qui se passe avant la crise, et là, pas tout le monde a un petit avertissement avant. Donc, il y a ce temps-là, il y a la crise elle-même, les manifestations, et puis il y a le temps de récupération aussi. Ça aussi, on a beaucoup insisté avec ça, et ça se retrouve dans le dossier technique. C'est le fait que pour certaines personnes, il faut une demi-journée de repos, voire une journée. Enfin, une crise, même si elle a lieu 3 fois par an, peut donner lieu à un temps de récupération très inhabituel. Ça peut être 10 minutes pour certaines personnes, mais ça peut être une demi-journée, voire une journée pour d'autres. Donc pareil, voilà, tout ça, ça fait partie des informations dont ont besoin les évaluateurs MDPH pour bien évaluer les retentissements de l'épilepsie. Dans le dossier technique, on a passé beaucoup de temps à répertorier donc quelles étaient les données essentielles. Et donc vous avez ça, page 28-29 du dossier technique, c'était les données générales, âge d'apparition des crises, étiologie, évolutivité, la prise en charge thérapeutique, qui bien sûr peut avoir un impact, toutes les données relatives aux crises elles-mêmes, les données relatives aux déficiences associées, et de bien aller les chercher, les troubles neurocognitifs, la déficience intellectuelle, les troubles psychiques aussi. La dépression est assez fréquente avec une épilepsie. Les données environnementales,
Est-ce qu'il y a de l'isolement social? Quel est le projet de vie de la personne? Est-ce qu'il y a un habitat regroupé? Quels sont les aménagements du logement? Et puis tout ce qui est données fonctionnelles, les limitations d'activité et la restriction de la participation sociale. Donc voilà un petit peu la liste à la Prévert, j'ai envie de dire, sur laquelle on s'est mis d'accord avec la CNSA et le groupe de travail. Donc c'était de dire, ben voilà, les évaluateurs, ils ont besoin de ça. Or, les deux points qui ressortent, puisque ce guide il date de 2016, les deux points qui ressortent, c'est que l'importance de la qualité des informations, elle est là, mais en fait, souvent, ces informations-là, les évaluateurs ne les trouvent pas dans les dossiers. C'est ce qu'ils nous disent. Et c'est ce que continue à nous dire la CNSA. D'où l'idée de faire un guide. Ça, c'est une chose. Ceci dit, là où on est aussi d'accord avec la CNSA, c'est de dire qu'il y a une nécessité d'information et de formation des professionnels de MDPH sur ce sujet. Et d'ailleurs, nous avons tout un travail qui va recommencer avec la CNSA aussi, de manière à voir ce que l'on peut expliciter. Mais la question de la formation des MDPH, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et au sein des FAP, on vient aussi de faire une formation dans le cadre de la stratégie TSA et TND, donc autisme et troubles du neurodéveloppement. Il y a toute une série de webinaires qui a été faite vers les professionnels MDPH. Et avec ma collègue Françoise Thomas-Violette, on a animé un webinaire avant l'été où on avait 400 évaluateurs MDPH en ligne, justement sur le dossier technique et les évaluations des personnes avec épilepsie. Ce qui était assez édifiant, c'était de voir le chat. Et je vous invite, ils sont disponibles, tous ces webinaires, donc il y en a sur l'autisme, il y en a sur l'épilepsie, sur différents troubles 10. Ce qui était assez édifiant sur le chat du webinaire épilepsie, c'était de voir qu'entre évaluateurs, la connaissance de l'épilepsie, de ses impacts et aussi des compensations justifiées n'était pas forcément acquise. Et entre évaluateurs, il y avait des positionnements très différents. Donc, on voit bien que nous, on a besoin de communiquer aussi sur tout ça. Voilà. Donc, le dossier de demande, je pense que en regardant un petit peu la liste des personnes présentes, c'est un sujet que vous connaissez. Hein. Donc, il y a 6 parties. Et en particulier, nous, on s'est attaché à développer un petit peu la partie sur la vie quotidienne. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez clairement sur vos écrans? Ça, c'est visible. D'accord. Donc, sur le guide, que je ne me trompe pas entre mes outils, donc sur le guide usager, on s'est attaché à faire ressortir en particulier les sections sur lesquelles il est important de se poser. Et donc, la section « Vos besoins dans la vie quotidienne », pour nous, c'est la rubrique la plus importante du formulaire, en fait. Et le meilleur conseil qu'on peut tous donner aux familles, et que ce soit les professionnels ou les familles qui sont directement concernées, ou les familles aidantes aussi, hein, parce que je crois qu'il y a beaucoup de pères aidants au sein du groupe de ce midi, hein, c'est vraiment de conseiller aux personnes qui vont à remplir ce dossier, de vraiment de prendre leur temps, d'avoir l'aide d'un proche, de travailler ensemble entre eux, la personne concernée, son entourage, l'aidant professionnel, voire les assos comme Ariane ou comme Épi-Bretagne. Hein, et de se dire, par exemple, sur tout ce qui est les besoins pour la vie à domicile, de vraiment se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a besoin de se faire rappeler de régler les factures d'eau ou d'électricité? Hein, ce genre de petits troubles neurocognitifs qu'on va souvent retrouver avec l'épilepsie, c'est vraiment le moment sur ce formulaire de s'arrêter et de se poser toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui se passe avec le budget? Tout ce qui touche à l'hygiène corporelle, ça aussi c'est vraiment important. Ça c'est une autre dimension, mais c'est la notion de surveillance qu'il faut absolument introduire dans ces dossiers MDPH. Voilà. S'il y a besoin d'une surveillance humaine lorsque vous prenez votre douche, il faut faire rentrer dans les cases cette notion de surveillance. De la même manière pour préparer les repas. Et j'en parle en connaissance de cause. Nous, c'est ce qu'on vit. J'ai un grand frère qui est épileptique. Quand Dominique prend sa douche, il y a toujours quelqu'un dans l'appartement. Quand il était en vacances, quand mes enfants étaient plus jeunes avec nous en vacances, si moi il fallait que je parte faire autre chose, j'avais toujours un enfant dans la pièce à côté qui savait ce qui se passait. Voilà, et qui pouvait venir nous chercher en me disant « Ah », et ça m'est arrivé plusieurs fois.
hein, de dire maman, je crois que tonton est tombé. Donc c'est moi qui allais dans la douche récupérer mon frère nu pour l'aider, pas l'enfant. Mais ça, c'est notre quotidien. Et ça, c'est vraiment à faire ressortir ce côté de surveillance sur les temps à risque, hein, où on a des risques de noyade, ça c'est vraiment important. De la même manière, préparer les repas. On a aussi l'exemple d'une adhérente qui, elle, fait des crises où elle part comme ça. Hein, et elle s'est retrouvée un jour avec un épluche légumes, son frère avec le bébé dans les bras juste à côté, qui a dû poser le bébé par terre pour lui récupérer l'épluche légumes des mains avant qu'elle ne se blesse. Donc ça, tout ce qui va comporter un risque, c'est cette notion de risque qu'il faut faire rentrer aussi dans les cases de ces formulaires. Hein, évidemment, faire le ménage, l'entretien des vêtements, le repassage, ça va faire partie des activités à risque. Peut-être on peut juste se poser là. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ces éléments-là? Alors, je ne vois pas le chat mais peut-être... je ne sais pas, Sandy, est-ce qu'il y a des choses sur le chat? Non, il n'y a pas de questions pour le moment sur le chat. D'accord. N'hésitez pas à allumer vos caméras et ouvrir vos micros. Non, nous sommes tous convaincus Oui, moi j'ai des questions, voilà. Je préfère demander de vive voix qu'écrire. Je me rappelle absolument pas dans le dossier de cette partie 6.20, besoin pour la vie à domicile, parce que pour moi, je trouve que c'est la plus importante. Ouais. Et dans un dossier classique, je me rappelle de la partie, mais c'est dans le certificat médical plutôt, où on dit est-ce qu'on peut manger tout seul, est-ce qu'on peut se laver tout seul, est-ce qu'on peut... Bon, pour moi, c'est pas assez convaincant parce que des fois, je peux quand je fais pas de crise, mais quand je fais des crises, je peux pas du tout. Et je sais pas comment les remplir. Mon médecin, il dit non, mais après, on a une rubrique dans laquelle on ajoute, sauf en cas de crise. Oui, alors tu sais, là, il y a deux, en fait, il y a un nouveau dossier et il y a un nouveau certificat médical. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu avais rempli ton dossier la dernière fois. Je l'ai pris la dernière fois, c'était au mois de... Donc, j'ai fait un recours à mon dossier au mois de février, je crois. Et là, j'ai reçu une réponse hier que je comprends absolument pas. Où je l'ai fait, j'ai déposé le recours en février, j'ai reçu une réponse que non, et j'ai fait un autre recours ou quelque chose comme ça. Bah, donc ça, c'est un nouveau dossier, c'est pour ça que je ne connais pas ça. On pourra reprendre tout ça ensemble, il n'y a pas de souci. Mais donc ça, cette section-là, B2, elle est dans le nouveau formulaire. Donc si ta demande date de pas trop longtemps, ça c'est ce formulaire. Alors je n'ai plus en tête exactement depuis quand, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous sait depuis quand ce formulaire est en... Je me perds entre les Covid et les différentes dates, mais je crois que ça date de 2020, hein. Il me semble que toutes les MDPH au 1er janvier. Oui, ça fait à peu près 1 an, effectivement, Marie-Christine. Oui. Donc et sur le certificat médical, je vais y arriver parce qu'effectivement, il y a des recommandations très précises de la façon dont ce concept de surveillance peut être introduit par le médecin. Donc, j'y reviens, Flo. D'accord, ok. Voilà, donc l'autre rubrique qui est vraiment importante, et ça on reparlait avec Françoise tout à l'heure, c'est comment remplir la rubrique autres renseignements importants. Bien dire que pour une épilepsie qui est un petit peu compliquée, où on veut une AH, alors en général sur la RQTH ça va être plus facile, mais si c'est de l'AH, si c'est de la prestation de compensation du handicap, voilà, si c'est tout ce qui touche aussi bien sûr aux enfants, il faut absolument prendre le temps de remplir cette rubrique. Et puis on propose dans le guide une façon de remplir ces questions-là, ces pages 16. Voilà, une petite introduction, un exposé bref de la situation, la présentation des difficultés au quotidien et l'expression des besoins et des souhaits. Hein, et donc, on parle en particulier de l'exposé de la situation médicale aussi, et d'où l'intérêt aussi de bien faire en sorte que ce soit raccord avec ce que le médecin va dire après. Donc voilà, je vous le mets là. On propose cette structure-là, hein, l'introduction, la situation médicale, les difficultés au quotidien, parce qu'on est bien dans les difficultés au quotidien. Hein. Décrivez les difficultés rencontrées en lien direct avec la maladie et les crises. Décrivez les difficultés liées à la période après une crise. On a vu que le post-crise peut être parfois très compliqué. Terminez par les difficultés vécues
en dehors des crises liées à la gestion de l'épilepsie. Par exemple, si on a des troubles cognitifs, ce n'est pas évident de gérer une épilepsie. Il faut qu'on minimise le stress, mais si on ne se souvient plus de ces rendez-vous, on a du mal à planifier ces choses, ça crée des situations de stress qui peuvent donner, des crises. Donc vraiment, ne pas hésiter à faire les associations entre stress et crise, entre problèmes de mémoire, fatigabilité et crise. Et en particulier sur les problèmes de mémoire, l'oubli-traitement est évidemment quelque chose de fondamental. Et puis, faire une synthèse des besoins pour la rubrique concernée. Voilà, de quoi avons-nous besoin? La section aussi, où vraiment c'est important que tous au sein de notre communauté de notés, et au-delà de notre communauté de pratique, mais de notre communauté plus générale, les éléments aussi vraiment importants, c'est ce que fait l'aidant. Que fait l'aidant familial? Le nombre de fois où on minimise ce qui est fait. Et donc là, en plus, c'est facultatif, ce feuillet-là. Mais les personnes qui aident au quotidien pour pallier au retentissement de l'épilepsie, ça vaut vraiment la peine de se poser et de réfléchir au rôle de l'aidant. Donc, encourager les personnes, encourager les familles à expliquer ce qui est fait. Voilà. Au niveau de l'organisation, au niveau de l'emploi du temps, est-ce qu'il y a une réduction du temps de travail de l'aidant familial? Ça, c'est vraiment important de décrire ce que fait l'aidant pour pouvoir faire ouvrir les droits, mais aussi pour mettre en place un soutien pour l'aidant. Et ça, c'est quelque chose où, au sein de notre communauté, on en parle beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme répit pour les aidants familiaux? Il faut aussi que toute cette dynamique autour de la formation des aidants, de l'accompagnement des aidants, on s'y inscrive aussi pour l'épilepsie. Et ça passe aussi par le faire remonter sur les dossiers MDPH. Voilà, donc pareil, voilà, situation de l'aidant familial, cochez les cases correspondant à l'aide que vous apportez à votre proche, en particulier, hein, cochez surveillance, présence responsable, hein, c'est sur la page 19 du formulaire de demande, ça, donc sur l'épilepsie, c'est assez incontournable. Hein. Surveillance, aide à la préparation des repas, ne pas hésiter à expliciter. Tout ce qui est coordination des intervenants professionnels, d'accompagnement aux rendez-vous médicaux, pareil. Voilà. Après, chaque cas est individuel. Ici, ce sont que clairement des suggestions, mais c'est ce qu'on se dit sur l'épilepsie, ce sont les situations les plus fréquemment rencontrées. Voilà. J'en viens au certificat médical. Peut-être avant, François, un commentaire? Et puis surtout, on a une question, là, peut-être qu'il est bon d'y répondre. Donc, c'est une maman qui parle. Êtes-vous sûr que les évaluateurs prennent le temps de lire les textes? On a le sentiment que le nouveau formulaire est prévu pour être lu par un ordinateur et qu'il attribuera les compensations en fonction du nombre de cases cochées. Oui, alors, effectivement, c'est toute la... Alors, il y a différentes choses. Les évaluateurs, on s'est mis d'accord en disant, ben voilà les données qu'il faut, voilà les données essentielles. Hein, je reviens à la page 28-29 sur le dossier technique. Voilà les données dont on a besoin, nous, pour évaluer les épilepsies. D'accord? Et puis après, on dit, bah oui, mais nous, on n'a pas vraiment le temps d'aller chercher des informations. C'est pour ça que parfois les compensations ne sont pas adaptées. OK? D'où l'idée de faire le guide, d'où l'idée de dire, d'accord, vous n'avez pas le temps, on s'est tous mis d'accord qu'on a besoin de ces données, donc nous, on s'est dit, comment on fait en sorte que les données leur soient transmises? Donc, de les mettre dans le formulaire. Donc, effectivement, oui, il faut cocher un maximum de cases. Il faut réfléchir au maximum sur les différents retentissements. Et le commentaire sur, effectivement, ce côté un peu aléatoire, on ne sait pas d'une MDPH à l'autre, voire d'un évaluateur à l'autre, ce qui va se passer, je pense qu'il est tout à fait ressenti. Il est tout à fait ressenti, et pas que pour les personnes épileptiques. Hein. Je siège au Comité national consultatif des personnes handicapées, et ça, sur la commission ressources, ce sont des discussions qui reviennent régulièrement. On se sent quand même un peu malmené. Je vous parlais du webinaire que l'on a fait. Je vous invite vraiment à aller l'écouter et regarder dans le chat. On voit bien qu'il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas forcément de consensus sur les évaluations. Et ce n'est pas que pour l'épilepsie, mais particulièrement sur l'épilepsie. Mais de toute façon, on pourra faire améliorer les choses déjà nous-mêmes, qu'en nous posant la question, bien clairement, déjà pour nous,
du retentissement de notre maladie ou de la maladie de notre proche. Donc, de toute façon, ça passe déjà par poser les choses, mettre des mots sur des retentissements, cocher les cases. Mais c'est vrai que c'est un processus, on a une maman au sein d'Épi-Bretagne qui a l'habitude de dire que c'est un processus très violent, ce processus de remplissage de dossiers, où il faut se mettre à nu et regarder tout ce qui est compliqué, c'est sûr. Après, le mieux, on y va les yeux ouverts sur nos difficultés, on donne les informations, et puis après, oui, mais c'est là où je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous rapprocher des associations. C'est effectivement en étant militant au sein des associations pour faire remonter les difficultés que l'on a, qu'on fera bouger les lignes. Mais je soutiens complètement votre commentaire. C'est pas facile. Si c'était facile, on n'aurait fait ni dossier technique, ni guide. Et c'est un chemin. Voilà, ce sont deux outils. Mais on a encore beaucoup de lignes à faire bouger. Il y a d'autres commentaires, c'est ça peut-être que je vois là. Oui, on a un autre commentaire. Auparavant, il y avait le projet de vie. Maintenant, il n'est plus demandé. Justement, c'est une bonne question. Mais si, voilà, c'est ça. C'est ce que nous, on met sur la page 16. Alors, ça correspond, je ne sais plus sur quelle page c'est sur le formulaire, mais c'est la page qui émet autres renseignements importants sur le formulaire. C'est la page 8. C'est la page 8 du formulaire. Hein, vous avez une grande case blanche là, autres renseignements importants. C'est là où vous pouvez mettre votre projet de vie. Et on vous donne dans le guide une idée de structure. Et c'est important de le remplir. Excusez-moi, vous pouvez aussi tout à fait joindre une page blanche avec le projet que vous détaillez en prenant la trame, qui est très bien faite, la trame proposée dans le guide, où effectivement, vous exposez bien les difficultés rencontrées. Et n'hésitez pas aussi peut-être à joindre les bilans pour que l'équipe d'évaluation puisse bien mesurer les besoins. Les bilans peut-être qui ont été réalisés, s'il y a eu un bilan neuropsychologique ou un bilan psychomoteur. Enfin, il y a dans les conclusions, souvent, il est bien pointé quels sont les besoins. Donc, n'hésitez pas à aussi fournir ce genre de documents. Tout ce qui va pouvoir effectivement aider. Et de la même manière, sur le certificat médical, ne pas hésiter vraiment à prendre les choses en main. Ce qu'on entend souvent du médecin, c'est, écoutez, trop souvent, le patient nous sort, ou la famille nous sort le certificat médical 5 minutes avant la fin de la consultation. On dit « Ah bah oui, puis docteur, j'avais ça aussi ». Alors, évidemment, les médecins sont en difficulté. Donc, les conseils, c'est d'une part de ne pas cacher les difficultés, les conséquences de la maladie au quotidien aux médecins, parce qu'à nouveau, il va falloir que le certificat médical soit raccord avec le formulaire de demande. Le médecin que vous consultez, ça peut être le neurologue, ça peut aussi être le médecin traitant. C'est en fait, ça, quand on connaît aussi bien sûr les difficultés parfois d'accès dans certains endroits dans un délai raisonnable à un neurologue, surtout si on va demander un temps spécial pour remplir un dossier, parfois le médecin traitant peut être la bonne piste. Mais comme disait Françoise, on peut tout à fait envisager de donner des compléments d'information. Donc par exemple, le dernier compte-rendu du neurologue que le neurologue aura envoyé au médecin traitant peut être aussi mis en annexe en fait, à la demande. Hein, donc, de prendre le temps, de ne pas attendre la fin de la consultation pour présenter le certificat médical, et puis de bien expliquer au médecin que ce n'est pas un certificat médical comme les autres, et qu'en fait, il est déterminant pour l'évaluation de la demande MDPH. Au sein des MDPH, on voit que surtout pour quelque chose comme l'épilepsie, où en fait, on dit, mais pour moi, c'est quand même un problème neurologique, c'est une maladie, donc l'équipe va assez rapidement, si elle est en difficulté, se tourner vers le médecin. D'où l'important que les médecins au sein des MDPH, on leur présente aussi tout ce qui est à propos des retentissements. Voilà. Il faut que ce soit sur le certificat médical. Voilà, donc le certificat médical, comme le formulaire, il est en différentes parties, donc là il y a 7 parties, et la partie qui nous intéresse le plus, c'est évidemment ici le retentissement fonctionnel ou relationnel. Votre médecin n'est pas forcément là avec vous au quotidien. Hein. Le docteur Birabin, avec lequel on travaille de manière très proche, qui est le président du Comité national de l'épilepsie, dit le
le neurologue, c'est comme le gendarme, c'est pas comme le gendarme, pardon, il n'est pas toujours là au bon moment. Voilà. Donc, sur toute cette question des retentissements, et j'en reviens, Flo, à ce que tu disais, dans certaines rubriques, il est demandé aux médecins d'évaluer les capacités à réaliser certains actes de la vie quotidienne en utilisant une grille avec A, B, C, D. Et systématiquement, s'il y a besoin d'une surveillance, nous, notre conseil très formel, et ça c'est avec des discussions aussi avec la CNSA, hein, c'est de dire si vous bénéficiez d'aide humaine, par exemple la surveillance, ne pas hésiter à faire cocher « réaliser avec aide humaine ». Une surveillance, c'est de l'aide humaine. Hein, donc il y a cette catégorie C, ça ne veut pas dire que la personne fait à votre place, mais elle est là pour vous aider. Et en particulier, on va retrouver ça, alors je pense que c'est la diade après. Voilà. Le médecin traitant, le médecin qui remplit le certificat, il me remplit toujours A. À mon avis, même s'il sait que c'est réalisé avec aide humaine, il ne sait même pas ce que ça veut dire cette catégorie C. Et oui. Pour moi, ils ont toujours rempli A. Et là, dans la rubrique précision, sauf en cas de crise, quand il y a une aide. Et je ne pense pas que c'est bien de remplir A, parce que vraiment, je ne suis pas en forme tout le temps. C'est ça. Et il faut demander au médecin de remplir C, et pour lui expliquer pourquoi. Et à la limite, tu as le guide pour lui expliquer pourquoi. Tu as ça dans le guide. Ne pas hésiter à cocher C avec aide humaine, si surveillance en particulier. Sauf si je suis présente, parce que moi aussi, je fais un peu pareil. Je vais lui dire en fin de consultation, j'ai un dossier à remplir, il va me dire laissez-le sur la table, je vais le remplir et vous l'envoyer par la poste. Mais tu vois, c'est là où il faut s'arrêter et dire, écoutez, c'est compliqué, on voit bien que sur l'épilepsie, on est en train de faire bouger les droits. C'est pas parce que c'est quelque chose qui se passe de temps en temps que ça n'a pas un impact immense sur la vie quotidienne. Et ça, ce sont des éléments qui sont clés. Parce qu'après, tu peux mettre tout ce que tu veux dans le formulaire de demande. Si ton certificat médical minimise, en fait, n'explique pas ce qui se passe au quotidien, c'est demander beaucoup d'un évaluateur MDPH de dire non, je vais peut-être ignorer le certificat médical, je vais vraiment me concentrer sur ce que dit la personne, sur son retentissement. C'est pas comme ça que ça se passe. Et de toute façon, ce dialogue avec le médecin, il est important. Mais oui, c'est important, oui. Ouais. Mais bon, pas tous les médecins, ils sont volontaires de discuter ça avec nous. J'allais poser une question, je l'ai écrite, mais je ne l'ai pas envoyée. Est-ce que c'est plus important qu'un épileptologue remplisse ce certificat qu'un médecin traitant? Est-ce qu'on accorde plus d'importance à ce certificat s'il est rempli par l'épileptologue ou non? Ça dépend. C'est pour ça que je te disais, ce qui est important peut-être, c'est d'avoir au moins le compte-rendu de l'épileptologue. Mais honnêtement, sur les retentissements, ça peut très bien être le médecin traitant qui a une meilleure vue et l'évaluateur MDPH, du moment qu'il trouve les informations, je ne pense pas qu'il fait forcément voilà, il va placer la parole de l'épileptologue plus haut que celle du médecin traitant, pas nécessairement. Par contre, ce que l'on sait, je sais qu'on a des collègues de la TEP, là, hein, les assistantes sociales de la TEP sont en ligne aussi, je crois que je les ai vus passer, s'enregistrer. Évidemment, quand on a un dossier qui est tamponné la TEP ou qui est tamponné l'équipe relais handicap rare, enfin voilà, où il y a eu de l'aide, évidemment, ça va davantage porter. Donc aussi, ne pas hésiter à se rapprocher des réseaux de professionnels. Ça va être important. Mais honnêtement, notre expérience sur le terrain, je ne sais pas si Ariane, vous avez des commentaires là-dessus, mais notre expérience sur le terrain, c'est que il nous est arrivé d'avoir des certificats médicaux pour les usagers de neurologues qui étaient très fermés, qui étaient très axés crise, et vraiment en disant écoutez, moi, la patiente, je la vois une fois par an, moi, je ne peux pas commenter le reste. Et en fait, en disant non, ça va pas bien expliquer ce qui se passe. Et d'avoir un bien meilleur certificat qui vraiment regarde la globalité de la personne par le médecin traitant. Ça nous est arrivé. Et de l'autre côté aussi, un médecin traitant débordé, qui est en difficulté à faire face à l'épilepsie, qui déjà ne voit pas, et un épileptologue qui connaît bien son patient. Oui, mais il n'y a pas tous qui veulent le faire. Par exemple, mon épileptologue à Tours, professeur Toffol, il m'a dit, moi, je ne m'occupe pas de ça. Allez voir votre médecin traitant, alors que le docteur Ricard, il a voulu très bien remplir mon dossier.
Cette année, j'en ai envoyé deux, un de professeur Bartholomé de Marseille et un de docteur Ricard. Et ils ne correspondaient pas tout à fait, cet entretien personnel. D'où effectivement l'intérêt des acteurs de sa santé, quitte à ce que font certaines familles, c'est qu'ils pré-remplissent. Voilà. Oui, c'est ça qui est bien, qu'on les remplit son crayon et puis qu'on dit au médecin de... Ouais. On y réfléchit selon le cadre. On ne donne pas, on se permet pas de donner au médecin noir sur blanc quoi faire, mais on y a réfléchi. On connaît l'impact. Ouais. Et voilà, et c'est un élément de discussion, d'y avoir réfléchi, voire d'avoir mis des petites choses au crayon, ça permet d'avoir la discussion. Mais merci de ton témoignage parce que ça illustre complètement la réalité. C'est vraiment ça. Hein, quel médecin, ça dépend. Et comment on s'y prend, ben effectivement, ça dépend aussi. Mais le plus on peut se faire étayer par aussi un centre expert, voire une association, ça peut améliorer la compréhension de l'évaluateur. D'accord, merci. Par rapport à cette question du certificat médical, une famille précise, nous, on remplit à l'avance le certificat pour le médecin, on lui explique et on lui demande sa signature. Donc, effectivement, c'est bien de pouvoir pré-remplir. Et nous, au niveau de l'équipe relais, ça nous arrive également, hein, quand nous rencontrons les familles, de pré-cocher au crayon papier et on leur demande bien sûr ensuite de prendre un temps avec leur médecin, de ne pas négliger ce temps-là et de ne pas le faire à la va-vite comme ça en fin de consultation. C'est vraiment important que ce dossier soit bien rempli et qu'il soit cohérent, qu'on ait une cohérence entre le formulaire et le certificat médical. Si vraiment on veut que les évaluateurs aient le maximum d'informations et puissent notifier ce dont la personne a besoin. Mais le problème, c'est qu'il nous faudrait un rendez-vous spécialement pour remplir les certificats. Et les médecins, ils n'ont pas le temps de nous donner un rendez-vous tous les 6 mois. Pour des situations compliquées, avec le médecin traitant, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Hein. Avec le médecin traitant, c'est possible, tout à fait. Oui. Et puis aussi, au niveau des neuropédiatres, je pense que c'est un peu plus facile. Je ne sais pas, Marie, si vous voulez intervenir, mais effectivement, hein, avec les neuropédiatres, oui, mais bon, c'est toujours plus facile avec le médecin traitant qui connaissent mieux les enfants. Le neuropédiatre, souvent, on commence le rendez-vous avec 1 heure de retard, donc on a déjà tout le bilan sur l'épilepsie à faire. C'est un rendez-vous spécialisé, c'est toujours plus approprié, quoi. Et je pense que le médecin traitant a plus de temps et il peut faire une double facturation pour des dossiers spécifiques. Je crois que maintenant, c'est autorisé. Merci, c'est un témoignage important et c'est vrai que l'association Dravet, vous êtes assez en avance sur tout ça aussi. Hein, je ne sais pas si on peut dire qu'on est en avance, on est confronté très tôt, puisque l'épilepsie, elle se développe la première année de vie. Donc, les parents, on est confrontés très tôt à la rédaction de ce type de dossier. Ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs sur leur rédaction. Non, mais ce sont des questions sur lesquelles vous vous penchez depuis longtemps. Et d'ailleurs, au sein de la Fédération EFAP, il y a un commentaire, on en parlait avec Françoise Guilloire aussi, c'est que le guide tel que on l'a préparé, comme je vous le disais, pour les personnes qui sont relativement autonomes. On est en discussion au sein de la Fédération EFAP en disant il nous faudrait peut-être aussi un peu un guide peut-être pour les situations les plus complexes et en particulier les discussions sont avec vos collègues de l'association Dravet. Voilà, est-ce qu'on a peut-être un petit document à faire soit par Dravet, soit par d'autres associations de syndromes dans les cas les plus complexes en fait. Donc on est en discussion sur ça. Donc ce sujet des droits, c'est quelque chose qui bien sûr nous tient à cœur parce que c'est ça qui va changer la qualité qui va améliorer la qualité de vie, qui va vraiment nous donner les soutiens dont on a besoin. Hein, donc je vous ai remis ça. Donc je reverrai comment
les connexions se font. Je pense que au niveau Ariane, vous me disiez avoir des soucis sur le code QR. En principe, ce n'est pas le cas. Mais sinon, vous trouvez le dossier. Si vous tapez EPI Bretagne ou EFAP guide usager, vous allez arriver sur notre page de téléchargement. Voilà. Et puis, ce qui est important, c'est peut-être qu'on se dise aussi tous, là et de manière plus générale, de continuer le dialogue sur les difficultés que l'on a sur certains dossiers MDPH. Ça, c'est une réflexion qu'on a aussi au sein des FAP, de se faire des retours sur les dossiers MDPH qui vont poser souci. Donc, si vous avez des questions, des suggestions par rapport au guide, puisqu'on va essayer d'en faire une version pour des situations peut-être plus complexes de personnes moins autonomes. Si vous avez aussi donc des retours sur des dossiers qui posent souci, n'hésitez pas à nous contacter sur la boîte epi.bretagne@gmail.com. Et c'est le genre de sujet dont se saisira Fanny Rowe, qui nous rejoint au sein d'EPI Bretagne fin janvier. Mais cette question des droits, c'est effectivement quelque chose qui va rester sur notre feuille de route des 2-3 prochaines années en priorité. Françoise, est-ce que vous avez… Voilà, par rapport à ce dossier, moi je serais tentée de dire, mais on l'a déjà pointé, ne pas rester seul, donc se faire accompagner. Alors bien sûr, adhérer à une association. Nous, dans toutes les familles que nous rencontrons, nous parlons d'EPI Bretagne. Et puis, n'hésitez pas à solliciter l'équipe relais. Alors, nous avons au sein de notre équipe une assistante sociale et on est là aussi pour aider les familles Alors, certaines familles sont plus outillées que d'autres, ont déjà un petit peu connaissent davantage le jargon, connaissent davantage les rouages, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner en étant au sein d'une association entre familles. Vous pouvez aussi vous épauler. Et puis, il y a des structures. Si votre enfant ou la personne est dans un établissement, souvent, il y a une assistante sociale. Nous, on peut aussi venir pour vous soutenir. Mais n'hésitez pas, parce que ce document est essentiel pour qu'ensuite on puisse avoir des droits. Alors, ça peut être la PCH, aide humaine, ça peut être tous les droits possibles, mais pour que la commission puisse statuer, il faut vraiment qu'elle ait bien connaissance de la situation et dans la vie quotidienne. Merci. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. On a peut-être encore 2 ou 3 minutes si vous avez des commentaires, des suggestions, un retour. Oui, juste bonjour. Geneviève Dubois, donc assistante sociale à la TEP. Bonjour. Voilà, oui, donc je m'étais absentée, mais ma collègue, donc Julie Gaillard, donc une nouvelle assistante sociale qui est arrivée au mois de juillet. Donc voilà, on est toujours 4 sur l'établissement. Donc, elle me disait ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait qu'au niveau de l'établissement de la TEP, c'est vrai que quand il y avait le tampon du médecin, ça pouvait aider au traitement, à l'étude du dossier. Donc, c'est vrai que nous, on se rend bien compte quand on envoie des dossiers à la MDPH, à toutes les MDPH, quand il y a des comptes rendus d'hospitalisation, les bilans d'atelier, les bilans de l'unité d'observation neurologique, l'étude du dossier peut aller des fois un petit peu plus vite et puis aller vers justement le plus au niveau des droits. En tous les cas, on a des réponses peut-être plus adaptées et un petit peu plus favorables, parce qu'on revient souvent sur des dossiers qui ont été rejetés et le fait que nous, on intervienne, qu'on joigne des bilans, ça peut aller dans le sens, en effet, de la demande des usagers. C'est vrai. C'est vrai. C'est intéressant parce que vous parlez de compte rendu d'atelier, et ça, c'est vrai que ce sont des choses aussi auxquelles les gens ne penseraient pas forcément, mais c'est ne pas hésiter à mettre tous les bilans, les comptes rendus. Les bilans de stage, enfin voilà, tout ce qui peut aller dans le sens, en effet, d'une demande d'orientation, même d'une demande de droit à l'allocation adulte handicapé. Donc voilà, alors après, tout ce qui est prestations de compensation pour le handicap, c'est vrai que parfois… c'est peut-être là-dessus où on a le plus de mal à faire valoir ce droit-là, quand on envisage des retours à domicile,
pour des aides humaines. Donc, on accentue beaucoup la nécessité de surveillance, hein, c'est vrai. L'éligibilité, en fait, à la PCH aide humaine pour l'épilepsie, elle passe vraiment par la dimension de la surveillance. Hein. Si on Ouais, a 45 minutes de surveillance, on a l'éligibilité. Et après, au niveau de ce qui est possible, c'est là où on est, enfin même ceux d'entre nous qui sont, j'ai envie de dire, les plus aguerris, pour les personnes relativement autonomes, c'est là où on est encore en pleine discussion et c'est là où on voit encore au sein des MDPH de grandes disparités. Enfin, j'ai envie de dire, on en voit aussi même, ne serait-ce que pour accepter les 45 minutes de surveillance et d'éligibilité dans certains cas. Et donc, c'est là vraiment où on va vraiment travailler et c'est ce qu'on essaie de reprendre aussi avec la CNSA. Alors, on réfléchit à différentes choses. Quand je dis on, c'est au sein de la fédération EFAP, avec nos partenaires. Voilà, et puis donc la délégation interministérielle autisme et troubles du neurodéveloppement qui nous a bien appuyé aussi, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on a pu faire ce webinaire PCH. Donc on réfléchit à certaines choses, mais peut-être avoir des petites vignettes, avoir des histoires de vie. Alors pas pour dire dans quel cas, dans ce cas-ci, on a le droit à tant d'heures, non, mais pour donner des illustrations. D'où le fait que voilà, cette dernière dia là, c'est des retours. On a besoin de travailler tous ensemble peut-être sur les retours et peut-être de se faire au sein de notre communauté de pratique un petit groupe de travail droit MDPH où on essaie de regarder un petit peu d'un endroit à l'autre ce qui se passe sur les dossiers. Voilà, donc on reviendra vers la communauté de pratique hein, pour mettre tout ça en place. Et c'est vrai qu'on travaille de plus en plus aussi avec les équipes relais. Alors, le centre de ressources phare, en effet, bon, il est sur l'établissement de la TEP, mais maintenant, dans nos conclusions socio-éducatives, hein, quand on aide des usagers dans leur dossier, on insiste aussi hein, sur les équipes relais, sur la nécessité voilà, de s'appuyer aussi, parce qu'ils ont aussi une connaissance du territoire. Donc, voilà. Et les MDPH, je pense qu'elles connaissent de mieux en mieux, en fait, hein, les équipes relais. Donc, il y a vraiment un travail, on voit bien ce travail de réseau et ce maillage, en fait, hein, qui est de plus en plus important hein, dans les situations. Tout à fait. Oui. Pour ce qui est de la Bretagne, l'équipe relais, effectivement, on travaille avec chacune des 4 MDPH et on connaît les référentes, on a des rencontres d'interconnaissance au moins deux par an, et donc ce qui permet sur un dossier, quand on veut même accélérer le traitement d'un dossier, voilà, on les contacte directement, on vient vraiment en appui. Quand il y a incompréhension, ça nous arrive vraiment d'être médiateur entre la famille et la MDPH, et donc cette relation de confiance permet, dans la plupart des cas quand même, que les situations soient bien traitées et qu'on comprenne davantage en fait quelles sont les difficultés rencontrées au quotidien. Mais voilà, souvent les personnes de la MDPH nous rappellent en disant mais là, on ne comprend pas bien, voilà, finalement la crise là, et parfois en même temps la famille n'a pas forcément bien renseigné en disant mais c'est aussi un peu notre rôle, on est parents, alors il faut bien expliquer de part et d'autre hein, pour que les évaluateurs puissent statuer, il faut leur donner le maximum d'informations et nous on est là pour contribuer à faire ce lien. Oui, c'est vrai que des fois, les familles hésitent en fait à donner des informations parce que pour eux, ils vivent tellement ça au quotidien qu'ils ont l'impression que c'est inutile en fait hein, de donner plus d'informations. Ils banalisent un petit peu le fait de… Mais ça, on le sait, c'est tellement notre quotidien. Oui, mais c'est ce qu'on dit souvent aux familles, mais les MDPH, voilà, elles ont besoin de savoir vraiment le quotidien que vous vivez, le quotidien de votre enfant, de votre fils ou de votre fille, en fait. C'est vraiment nécessaire d'aller, de décrire, de donner. Enfin, moi, j'insiste beaucoup hein, sur la nécessité d'expliquer, voilà, même si c'est une journée complète, mais voilà comment ça se passe, en fait. C'est tout à fait ça, et c'est pour ça que la rubrique aidant familial, elle est importante. Et puis, il y a un petit renseignement complémentaire, donc c'est assez libre ce qu'on peut mettre dessus. Mais on en revient à ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que c'est plus facile de se dire ah ben non, mais il n'a pas de travail parce qu'il y a des crises. Mais en fait, quand on commence à éplucher un petit peu, on se rend compte que ben non, parce que le retentissement de la maladie, c'est pas que la crise. Il y a aussi plein d'autres choses, ça peut être l'effet secondaire du traitement, etc. Et puis aussi, ce que dit notre famille bretonne, là, hein, c'est violent comme processus de se mettre à c'est vrai. Le tout premier dossier MDPH qu'on a rempli avec mon frère, c'était en octobre 2011.
mais c'était magnifique, c'était une histoire de vie magnifique. Il fallait juste un petit peu d'aide pour pouvoir rentrer dans un habitat inclusif. On était au pays de, voilà, la vie était belle, on avait juste besoin d'un petit peu d'aide. C'était pas en disant que la vie était belle et qu'on faisait avec ce qu'on avait et que tout allait bien se passer, mais que si on pouvait avoir un petit étayage, c'est pas comme ça qu'on allait pouvoir ouvrir les droits. Mais notre premier dossier, même le médecin traitant, il avait mis retentissement sur l'ancien certificat médical, il avait mis RAS, et puis quand même, il avait peut-être eu un petit doute, il avait mis pas de permis de conduire, et c'était tout. Et maintenant, le dossier, il est complètement différent, et on a pris du temps à regarder le retentissement. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement non plus. Tout à fait. C'est pas quelque chose de facile à faire. Ouais. D'où la nécessité d'être accompagné, je pense. Complètement. Je vous propose de clore, puisqu'on est en train de déborder un petit peu, mais voilà, de continuer le dialogue au sein de la communauté de pratique. Voilà, mille merci à Prior de nous avoir tous mobilisés cette semaine, et puis bonne continuation pour le reste de la semaine. Mais vous avez le mail, donc ne pas hésiter à continuer le dialogue. Merci beaucoup Marie-Christine pour votre intervention. Merci Françoise de votre aide. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.